Chers collègues, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Stéphanie, tu es la secrétaire de séance, pas de vote contre ou d'abstention sur le fait que Stéphanie Marical soit secrétaire de séance? Non, très bien. Donc Stéphanie, si tu peux procéder à l'appel. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Pierre Aubry, pouvoir. David Roussel, Dominique Tessier, Rénal Maheu. Excusez. Ah, pardon. Stéphanie Marical, présente. Gilles Cordevant, Brigitte Soun, Serge Lambert, Pierre Cazin, Anne Brajon, Daniel Fiquet, Éric Flamand, Marie-France Bougon, Patrice Duval, Catherine Cavelier, René Fiquet, Jean-Marie Demondion, Karine Le Tuillier, Agathe Rioux, Agnès Gibaud, Marie-Noël Marraine, Estelle Le Courtès, Pauline Canis, Alexandre Lorcher, Patrick Jeanne, ok. Estelle Grelier, Emmanuel Patry, Geneviève Salvisberg, Christophe Levaret, Véronique Michel, Benoît Thielin et Chantal Lambert. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à l'adoption des procès-verbaux des séances du 12 et du 12 mars pardon, et du 10 avril. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu, sur ces PV? Pour le 12 mars, pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Pour le 10 avril, est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Vous avez donc là une communication, l'application des dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT. Est-ce que vous avez des questions sur ces notifications de marché en cours? Non. Nous pouvons donc passer à la première décision modificative pour le budget principal ville. David, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Donc nous avons la première décision modificative après l'adoption du budget. Nous avons eu une notification définitive des dotations et nous avons une surprise agréable puisque nous avons 137 684 € supplémentaires à ce que nous avions budgété. Donc pour être conforme et sincère au budget, nous les présentons ce soir et réaffectons ces montants tels que définis ici: 94 663 € en charge à caractère général, 7 021 € en autres charges de gestion courante et 36 000 € en charges exceptionnelles. Concernant l'investissement cette fois, donc nous avons des ajustements à effectuer également à hauteur de 505 500 €, en immobilisation incorporelle 305 500 €, ainsi que pour régularisation, donc 605 176 € pour solde d'exécution reportée et subvention d'investissement reçu, moins 99 676,21 €. Ce qui nous donne un budget total pour la ville de Fécamp de 43 333 146,24 €. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Oui, du coup, alors je suis désolé, Monsieur Roussel, Madame Grelier n'est pas là, donc je vais essayer de la remplacer sur les questions du budget. Merci pour moi. Non, en préambule, on votera contre par cohérence par rapport à nos votes sur le budget. Par contre, j'ai une question, c'est bien suite à une augmentation des recettes
Et du coup, quelles sont, pouvez-vous nous dire la provenance de ces hausses de dotations, subventions C'est-à-dire que lorsque nous avons adopté le budget principal, nous avions qu'une estimation des dotations et les notifications sont arrivées après. Donc là, c'est pour être sincère avec le budget, tout simplement. Donc nous avons 137 000 € de plus de dotation par rapport à ce que nous avions voté. Est-ce que le public nous entend bien? J'ai l'impression que... Si? Ah non, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème de... C'est pas assez... Ah voilà, c'est mieux? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette décision modificative? Non. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Madame contre? D'accord. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le budget annexe du réseau d'eau. Bien, bonsoir à tous. Alors là, c'est une délibération purement technique, hein, comme disent les comptables, des jeux d'écriture. C'est réajuster les lignes entre elles, mais c'est absolument sans incidence financière. Donc vous voyez à la page 2, DM1, 0 en section d'exploitation, 0 en section d'investissement. C'est juste des réajustements techniques. Voilà, je vous invite à délibérer. Sur cette délibération, c'est pareil, j'ai des problèmes à comprendre quelles sont les opérations qui sont induites derrière ces jeux d'écriture. Oui, dans le cours de l'exécution du budget, il y a certaines dépenses qui étaient supérieures sur des lignes, d'autres qui étaient inférieures. On réajuste entre lignes. C'est des jeux d'écriture comptables, essentiellement. Juste pour compléter les propos de Gilles, c'est juste qu'on change de chapitre. Quand on passe de charge à caractère général à la charge exceptionnelle, nous devons délibérer pour cela. Les chapitres doivent être délibérés lorsqu'on en change. À l'intérieur d'un chapitre, on peut faire ce qu'on veut, mais dès qu'on change de chapitre, on doit délibérer. Donc c'est pour ça que nous délibérons ce soir. Du coup, ma question, quelles sont les dépenses impactées, enfin, qu'est-ce qui était prévu en charge à caractère général et qui devient exceptionnel? Si vous l'avez, j'imagine. Courant ou de l'entretien exceptionnel, quoi. Voilà. Non, si c'est courant, ça reste, ça ne doit pas bouger. Si on passe, c'est à caractère général ou à caractère exceptionnel. Donc voilà, et en fonctionnement, c'est essentiellement sur le budget d'entretien. Voilà. Donc ça, nous l'avions vu en commission des finances pour le détail. Mais on peut redonner les documents a posteriori, il n'y a aucun problème. sur cette délibération, des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Le réseau assainissement, toujours la décision modificative. Non, c'est exactement la même chose, là aussi, une délibération essentiellement technique, sans incidence financière. C'est des réajustements entre lignes, entre voilà, le solde d'exécution reporté, les opérations patrimoniales, les subventions d'investissement, les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours. C'est des nuances, mais qui sont importantes, comme disait David, dès lors qu'on change de chapitre. Voilà. Le détail, effectivement, c'est une somme de petites sommes qui ça sonne, je ne sais pas la liste du détail. Mais comme vous voyez, à la page 2, c'est aussi une délibération sans incidence financière. La DM1 est à zéro, tant en exploitation qu'en investissement. Sur cette décision modificative, pas de vote contre? Si. Pas d'abstention? Merci beaucoup. Nous passons maintenant au guide des procédures de gestion sur le temps de travail, qui a fait l'objet, en effet, d'un long travail, c'est le cas de le dire. C'est clair. Et d'échanges. Nous avons donc procédé depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre, à une réévaluation du guide du temps de travail, puisque les missions des agents évoluent, la réglementation évolue, et il convenait donc de mettre à jour ce guide du temps de travail. Rappelons que ce guide du temps de travail a été instauré à l'île de Fécamp en 2002 et a été amendé depuis, mais il n'avait pas été amendé depuis 2014.
D'où ce temps de travail que nous avons eu avec les partenaires sociaux, puis avec les représentants des agents de la ville de Fécamp, qui est donc passé le 15 juin dernier lors du comité technique à un avis favorable. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Je tiens à remercier en effet le service RH qui a fait un long travail également technique, à reprendre point par point l'ensemble des éléments du guide du temps de travail et le travail de collaboration que nous avons pu avoir avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, j'en vois pas. Qui est contre? Oui. Il n'y a pas que ça, non. C'est plus à mettre en lumière que modification. Il y a eu également un travail... Donner quelques éléments qui ont été revus, notamment sur le temps de nuit, les temps jours fériés, dimanche également, l'utilisation du compte épargne-temps qui ont été vus, les autorisations d'absence exceptionnelles également qui ont été revues, aussi bien sur les motifs que les quotités. Voilà, ce sont les 3 points essentiellement qui ont été revus. Je ne sais plus, on a mis aux voix ou pas? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La modification du tableau des effectifs. Alors, modification du tableau des effectifs. Nous avons donc sur l'enseignement artistique des modifications de quantité de travail. Donc, c'est pour ça que nous avons à la fois et création et suppression. Depuis la dernière commission administrative paritaire, donc la CAP, suite aux promotions, nous avons donc des créations de postes et des suppressions de postes. Donc, création sur le nouveau grade, suppression sur les anciens grades. Nous avons la création de 2 postes de police municipale, donc répartis sur 3 grades, donc 2 grades de gardien brigadier et 1 grade de brigadier chef principal. Et nous avons également création de 2 postes adjoints administratifs. Puis mobilité CCAS vers ville, donc création d'un poste sur 2 grades, donc agent de maîtrise, adjoint technique principal de 2e classe. Une réintégration suite à indisponibilité, donc sur le grade d'agent de maîtrise, et 5 créations sur adjoint technique sur des quotités de 20 heures. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? On ne voit pas. Qui est contre? Ah, pardon. Demande de précision, mais vous avez répondu en partie sur notamment sur le tableau des effectifs et les postes que vous indiquez liés à la rentrée de l'école de musique. Il n'y a aucune création, c'est qu'un jeu d'écriture. Ou alors il y a quand même des créations en termes de TP Non, il n'y a pas de modification d'ETP. Après, il peut y avoir des modifications d'enseignement, mais surtout, c'est les quotités horaires qui sont modifiées. Donc, c'est pour ça que vous avez le pendant en création et en suppression. Mais il n'y a pas de modification sur le nombre de TP. C'est ça la question. Et du coup, dans les questions un peu plus larges, est-ce que vous pouvez nous indiquer où vous en êtes dans l'avancée de la prise de compétences par l'agglo sur les maps, sur l'école de musique, qui était un des... Il n'y a pas d'avancée là-dessus. Il n'y a pas de... Le travail de la commission à l'agglomération n'a pas encore émis le souhait de mettre au niveau de l'intercommunalité les maps. Du tout. En fait, le sujet qu'on a toujours concernant le transfert des compétences au niveau de l'agglomération, c'est qu'en fait, qui va payer quoi? Puisque transférer à l'agglomération les maps, il n'y a que nous qui, pour l'instant, exerçons cette compétence. Donc, ça veut dire que nous transférions une compétence qui, jusqu'alors, n'est pas exercée par d'autres communes. Ça veut dire que, pour l'instant, pour elles, dans leur budget, c'est 0. Donc, autant il y a un intérêt à transférer à l'agglomération des compétences qui sont exercées par le plus grand nombre, autrement, c'est un peu compliqué. Sauf à ce qu'il y ait une participation également des communes pour avoir un service plus large à l'ensemble de la population. Et dans le contexte actuel où les communes ont de moins en moins d'argent depuis quelques années,
c'est pas simple à faire passer comme message. Et c'est vrai que le travail, notamment de transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération, puis de fusion au 1er janvier l'année dernière, ne facilite pas non plus ce type de dossier, compte tenu des nouvelles compétences des uns et des autres. Donc c'est vrai que ça serait toujours un sujet intéressant, mais avec quels moyens? Si c'est pour avoir des moyens supplémentaires pour les structures, c'est un intérêt. Si ce n'est pas pour apporter des fonds supplémentaires, on peut s'interroger sur l'utilité du transfert. D'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Nous passons donc à une demande de subvention dans le cadre du TSIL 2018. Donc, vous savez, nous sommes obligés, non pas obligés, nous passons au conseil municipal les demandes de subvention. Et donc, dans le cadre de ce dispositif de soutien à l'investissement local, eh bien, nous avons plusieurs axes. L'axe 1, pour l'habitat et le logement, donc des travaux d'amélioration des performances énergétiques des résidences autonomie Jean-Bart et Suffren pour la phase 1. Des travaux de mise aux normes aussi des résidences autonomie Paul Bert, Jean-Bart et Suffren. Pour l'axe 3, mobilité et connectivité, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour une réflexion pour la mise en place d'une Smart City dans le cadre de notre action Cœur de Ville, une application numérique citoyenne. Dans les espaces publics, la démolition du 21 bis rue Jean-Louis Leclerc, le Porsche, entendons-nous bien, des travaux d'aménagement du centre-ville, donc démolition et préparation du chantier, et puis pour les équipements publics, des travaux de menuiserie à l'école du Parc, les travaux de fusion des écoles Camus et du Parc toujours, des travaux sur les bâtiments dans le cadre de l'ADAP de 2018 et des travaux sur l'église Saint-Étienne, notamment de la sécurisation des rampants du Pignon Est. Donc il s'agit sur tous ces différents travaux prévus au budget de solliciter des subventions auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, du coup, c'est bien la fameuse dotation d'1,5 million d'euros qui avait été, c'est ça, donc on avait obtenu il y a 2-3 ans, ça n'a rien à voir? Là, c'est autre chose. C'était le FSIL. Là, c'est le TSIL. Voilà. Bienvenue en France. Donc non, ça c'est une autre demande de subvention dont il s'agit. Et du coup, alors c'est là où ça peut être encore pas très clair dans mon esprit, on peut faire financer 2 fois le même type de travaux, et je pense notamment tout ce qui est travaux d'aménagement du centre-ville. Donc à la fois par l'action Cœur de Ville qu'on va voir tout à l'heure, et aussi par ce ZIL. On pourra le faire financer 2 fois? Financer 2 fois. Ici, on indique que vous faites les travaux d'aménagement voirie centre-ville. Oui, pour la phase 1. Donc la phase 1, ce sera ça veut dire qu'en fait, on peut présenter des dossiers, en effet, au titre du TSIL, et en effet avoir pu bénéficier d'autres subventions parallèlement. Ça a toujours été. Sur les chantiers, tant que vous n'êtes pas à 80%, vous pouvez obtenir des financements. Mais là, en fait, on est sur des travaux qui doivent commencer cette année et qui doivent être engagés. Autrement, on perdrait le bénéfice de cette dotation. C'est vraiment pour des travaux qui sont immédiats. On ne peut pas présenter des dossiers pour dans 1 an ou 2, comme nous l'avions fait pour le FSIL. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. La reconstruction du centre d'incendie et de secours de Fécamp, donc une convention tripartite sous réserve des études de sol que nous sommes en train de faire et pour lesquelles nous devrions avoir tout début juillet des nouvelles. Eh bien, je vous demande donc d'adopter cette délibération. Donc, on vous rappelle qu'il s'agit d'accueillir les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sur des gardes de 12 à 24 heures. Il y aurait des locaux de sommeil, la présence évidemment des jeunes sapeurs-pompiers, la présence de spécialités, et tous ces aménagements de cette nouvelle caserne donc seraient évidemment portés par le SDIS. La ville mettrait à disposition
le terrain, avec une contribution également de l'agglomération. Mais je vous dis, tout ceci est en effet sous réserve que ce terrain puisse accueillir un tel équipement. C'est un équipement, je vous rappelle, qui est très attendu depuis de nombreuses années par les pompiers, notamment qui aujourd'hui exercent leurs fonctions à côté des services techniques. Et c'est vrai que la cohabitation devient de plus en plus compliquée avec les véhicules nombreux qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Donc cette parcelle se situe chemin Saint-Jacques, donc juste à côté, tout le monde voit, hein, sur le terrain de Boules. Et donc la valeur vénale du terrain et les frais de viabilisation sont estimés pour la ville à 392 420 €. La participation, quant à elle, de l'agglomération serait à hauteur de 20% des dépenses prévisionnelles hors taxes, soit 870 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Encore une fois, qui est, je veux l'indiquer, c'est pour ne pas perdre de temps que nous la passons, puisque le prochain conseil municipal aura lieu en octobre, mais c'est tout de même sous réserve du fait que l'étude de sol, évidemment, permette la validation d'une telle implantation. Oui, seulement une remarque. Enfin, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai quand même une question. Et la compétence est bien une compétence du département. Et pourquoi, du coup, la ville et surtout l'agglo, du coup, financerait à cette hauteur? C'est ce qui est demandé à chaque fois j'imagine, par le département ou... Eh ben, c'est ce qui sera demandé maintenant à chaque fois par le département. Ça n'était pas le cas auparavant, donc c'est vrai que les casernes ont été prises en charge par le SDIS depuis des années, avec la contribution du département. Le département intervient aussi évidemment dans le montage, mais là je parle sous le contrôle de Madame l'administrative. J'ai cru comprendre que le budget du SDIS ne permettait plus aujourd'hui d'engager des travaux sur le nombre de casernes qui semblent en avoir besoin dans le département s'il n'y avait pas de contribution des collectivités. Donc en effet, on peut le regretter puisque c'est pas de notre compétence. Mais si nous souhaitons que ça se fasse, et je vous dis depuis le temps que en effet les pompiers appellent notre attention là-dessus, eh bien il faut contribuer. Là où on s'est mis d'accord, c'est sur un pourcentage qui serait demandé et une contribution des communes qui serait demandée à la même hauteur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ce soit on va aller là où la collectivité finance le plus. Donc nous avons eu l'assurance que, et autrement nous ne signerons pas cette convention, qu'une contribution à hauteur des agglomérations ou des métropoles serait sollicitée à la même hauteur que notre contribution, puisque nous serions les premiers sur ce nouveau système. Ça fait au moins 1 an et demi qu'un groupe de travail, je crois, s'est réuni sur ces questions et donc où on n'a pas engagé de travaux à ce niveau-là, quoi. Donc oui, en effet, on peut complètement le regretter, mais il semble que la capacité d'investissement du SDIS ne soit plus celle qu'elle fut il y a de nombreuses années. Qui est quand même à 58%, mais qui auparavant était bien à 100%. On fait finalement un montage comme on avait fait quand vous étiez ici, et de ce côté des débats, exactement sur la ligne, le même principe qu'on regrette, sur la ligne Fécambre-Bréauté, où finalement la collectivité, aujourd'hui c'est la ville, sinon on parlait de l'agglo, ne vont pas jusqu'au 1-2, ne respectent pas du coup leur... enfin, ne respectent pas. Bon, ça devient un peu du chantage, entre guillemets. Si on veut que ça se fasse, eh bien, c'est 20%. En gros, on partage les compétences de plus en plus, ce qui est en effet un donc, peu autant incroyable, partager... mais on vous fait porter une forme de responsabilité en vous indiquant, écoutez, si vous êtes convaincu que l'état de votre caserne nécessite de façon urgente une intervention, eh bien, il faut que vous nous aidiez parce qu'autrement, nous ne pourrons pas le faire. Donc, l'exemple de la ligne Fécambre-Bréauté est en effet intéressant, puisque pour la première fois, en effet, la région demandait une contribution au territoire, alors qu'auparavant, il prenait à 100%. Sur cette délibération, des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup.
Le bilan d'activité pour l'assainissement et l'eau potable, Gilles Cordevent, de manière synthétique, s'il te plaît, Donc parce que là, nous l'avons tous. L'eau, ça va être un peu plus long que le reste, mais ça sera synthétique globalement. Donc là, on va avoir une série de délibérations, traditionnelle présentation des rapports d'activité de service public, qui ont fait tout l'objet d'une présentation à la commission consultative des services publics. Et là, donc, je vais commencer par l'eau. Et je vous propose d'aller directement à la présentation des rapports. Je vais passer assez vite sur les descriptions du réseau, qui n'ont pas évolué beaucoup depuis la dernière fois. C'est 10 149 abonnés. C'est une eau à 100% conforme. Un rendement de réseau qui commence à devenir plutôt intéressant de l'ordre de 89%. Des interventions qui sont de moins en moins fréquentes, une baisse d'intervention sur le réseau de l'ordre de 40 à 70%. Et je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur les perspectives, parce que malgré une eau desservie de très bonne qualité sur la ville de Fécamp, il est nécessaire, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème, de prévoir la sécurisation de notre alimentation. Et donc une étude de sécurisation coordonnée par la ville de Fécamp est en cours, avec le syndicat de Fécamp Sud-Ouest, avec Colville, Toussaint contre Moulins, Valmont et Campagne de Caux. Cette étude est en cours. Il est envisagé aussi de renforcer la sécurité des ouvrages contre les actes de malveillance. Actuellement, on a des systèmes d'alerte, mais ces systèmes d'alerte ne permettent pas de savoir si l'eau a pu être approchée. Donc on va progresser là-dessus. Et enfin, suite à des modifications du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, nous allons engager là aussi une étude pour l'élaboration d'un schéma communal de défense incendie. C'est un document qui va être obligatoire parce que actuellement, on viendra aussi sur une délibération un peu plus tard. Il y a certains permis de construire qui sont bloqués parce que nous ne sommes plus conformes aux nouvelles normes de défense incendie. Voilà, ça c'est pour l'eau. Je vais vous livrer aussi quelques chiffres concernant l'assainissement. L'assainissement, c'est 9 854 usagers. Je vous passe les équipements qu'on connaît tous, la station d'épuration. Nous avons des rejets qui sont à 100% conformes, malgré des facteurs de plus en plus détaillés qui sont contrôlés. Et là aussi, je vais passer directement aux perspectives. Donc, on nous impose maintenant une obligation réglementaire de mener une nouvelle campagne de recherche de substances dangereuses dans l'eau, dans les eaux brutes et dans les eaux traitées. C'est quelque chose, un contrôle qui se fait tous les 3 ans. Si on a la chance d'être conforme à cette série de contrôles, on sera tranquille 3 ans. Sinon, on sera contraint de les faire tous les ans. Des contraintes supplémentaires. Et également, pour répondre à des obligations réglementaires, nous avons élaboré le schéma directeur d'assainissement et qui s'élève quand même à un montant de 12 800 000 euros à réaliser sur 9 ans et qui fera prochainement l'objet d'un arrêté préfectoral. Donc 12,8 millions sur 9 ans. Bon, on l'a un petit peu anticipé et les travaux que nous avons faits il y a 2 ans et l'année dernière sur la rue de l'Inondation font partie de ce schéma directeur d'assainissement qui nous a permis quand même de passer à une obligation de traitement normalement qui est fixée à 95% des effluents. Nous étions à 83%, nous sommes passés avec ces travaux-là à 92%. On n'est pas encore arrivé au bout, mais c'est l'ensemble du schéma directeur qui devrait contribuer à atteindre cette réglementation. Donc, vous voyez, que ce soit pour la défense incendie, donc pour l'eau ou l'assainissement, on a en perspective un certain nombre de travaux qui seront à réaliser. Néanmoins,
comme Madame le maire s'y était engagée lors du dernier conseil municipal, lors du dernier conseil d'exploitation, nous avons acté le fait de lancer une étude sur le prix de l'eau et de l'assainissement pour voir, en fonction de tous ces programmes, de quelle marge de manœuvre on pourrait disposer pour agir sur ces facteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quelle est l'échéance du résultat de cette étude et du coup d'une baisse potentielle du prix de l'eau? L'étude, c'est pour dans l'année, je pense. Hein. Mais il faut qu'on désigne faut qu'on désigne un bureau d'études. Ça dépasse un peu le cadre de nos compétences. On a besoin de se faire aider. La consultation va être lancée prochainement pour désigner un bureau d'études. Voilà. Merci beaucoup. Le prochain. Voilà. Il n'y a pas de vote. Hein, c'est un. Peut-être modifier par contre la délibération, puisque vous avez indiqué, c'est du détail, mais après en avoir délibéré. Ben, on délibère, on ne vote pas. On communique. C'est ça? On prend acte. Je vous demande de prendre acte que nous avons eu cet échange, que ça a bien été présenté. Le rapport d'activité suivant. Le second rapport d'activité, c'est GRDF, c'est le gaz, qui a été soumis à la commission consultative de services publics le 6 juin dernier. Donc là, quelques chiffres clés aussi que vous avez. Donc on a un réseau, c'est 76 km de réseau. On a eu en 2017 87 mètres de réseau supplémentaires. C'est 5806 clients. Pour information, 714 mises en service et 533 mises hors service. Globalement, une plus-value de clients. Un taux de satisfaction sur le dépannage de 93%. Et ça représente sur la ville, par le concessionnaire, 668 000 euros d'investissement sur l'ensemble de la concession. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la distribution de gaz? Et ben donc, je vous demande de bien vouloir prendre acte que nous avons présenté ce rapport d'activité pour la distribution d'électricité maintenant, s'il te plaît, Gilles. Idem, donc je vous propose d'aller directement à la présentation du rapport. Pour synthétiser, notre réseau, c'est essentiellement un poste source, 73 km de réseau moyenne tension, qui se distribue 114 postes de transformation, et ensuite, derrière, 105 km de réseau basse tension. Et il y a 11 856 points de livraison. C'est en progression de 0,2%. Donc c'est relativement stable. C'est 23 producteurs, essentiellement du panneau solaire, là aussi depuis quelques années d'une grande stabilité. Et c'est 87 millions de kilowattheures. Là, c'est en légère baisse de 0,9%. Les gens font de plus en plus d'économies d'énergie. La durée moyenne des coupures sur notre concession, c'est de 25 minutes. Alors qu'à l'échelon national, on est à 90 minutes, un peu plus de 90 minutes. Donc plutôt un bon résultat sur notre concession, avec un taux de satisfaction de l'ordre de 90%. Les investissements réalisés par le concessionnaire sur notre concession, c'est 644 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Peut-être simplement un petit mot pour rebondir et informer l'ensemble du conseil municipal pour ceux qui, d'entre nous, avaient pu avoir quelques craintes suite aux demandes de renégociation du gouvernement à l'égard des investisseurs sur les parcs éoliens. Donc un accord a été trouvé et le président de la République a donc annoncé mercredi dernier que l'ensemble des 6 parcs initialement prévus se ferait bien. Évidemment, nous sommes toujours dans l'attente du recours, du dernier, semble-t-il, recours possible et dont nous pourrions avoir l'issue en cette fin d'année. Donc plutôt une bonne nouvelle qui est arrivée pour notre territoire. Je vous rappelle qu'on travaille sur le dossier depuis 2007, que c'était l'un des parcs qui avait la plus forte acceptabilité, entre guillemets,
avec l'ensemble des pêcheurs, l'unanimité des élus de l'époque, les associations, bref, un parc qui avait toute sa légitimité pour se faire. Et donc les quelques craintes qu'on pouvait avoir ces semaines dernières fait que ce soir, je souhaitais pouvoir vous le dire. Donc nous prenons acte pour ce rapport d'activité pour la distribution d'électricité. Nous passons maintenant au rapport d'activité pour le camping municipal, qui fait aussi l'objet dans notre commune d'une délégation de service public, je le dis pour le public, parce que dans toutes les communes, on n'a pas le rapport d'activité du camping municipal. Le montant loyer du versement à la ville est de 30 000 euros. L'exercice 2016 a vu un chiffre d'affaires de 771 000 euros, plus 3%. Une fréquentation aussi en hausse de plus de 65%. Des investissements faits par le délégataire de 62 252 euros, c'est l'acquisition de 4 mobil-hommes. Et l'effet marquant de l'année, c'est le renouvellement de l'agrément Flower Camping pour 3 ans et le renouvellement du classement 3 étoiles pour 5 ans. Peut-être préciser que pour ceux qui ont l'occasion d'y passer, des travaux ont été faits, notamment d'amélioration du cadre, des sanitaires, donc conformément aussi aux engagements et aux sollicitations qui avaient été faites par la Commission depuis plusieurs années. Donc, Rénal Maheu, à qui nous faisons un petit clin d'œil, en effet, était rassuré d'être allé sur place et d'avoir vu que les travaux avaient été faits. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Donc, nous prenons acte qu'il nous a été présenté. Stéphanie, pour oui. le grand large, s'il te plaît. Donc la société Nord-Ouest Exploitation, chargée de l'exploitation du cinéma Le Grand Large, a présenté au titre de l'exercice 2017 son rapport d'activité aux membres de la commission consultative. Je vais vous en faire une petite synthèse. Donc le montant du loyer versé à la ville pour 2017 est de 15 882 euros 71 hors taxes. Un petit peu moins de spectateurs payants, 149 871, moins 3,39%. Mais ça s'explique par une petite baisse du nombre de films diffusés qui était de 334 au lieu de donc 15 de moins qu'en 2016. Les recettes totales de 889 057 euros et un prix moyen d'entrée de 5,93 euros. Il y a eu des travaux réalisés, l'amélioration de la sonorisation de la salle 1, l'installation de 3 écrans dans le hall d'accueil et l'aménagement des espaces d'attente. Et toutes les opérations spécifiques, les rencontres avec les professionnels du cinéma, le Festi-Ciné, le Petit Ciné, le Ciné d'Or et le Film Club, le jour le plus court et les soirées à thème sont toujours proposées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Oui, du coup, j'avais notamment, alors je n'étais pas présent le jour de la présentation du rapport, et en étudiant ce rapport, j'étais surpris des 2 derniers slides, et notamment sur les images du projet d'agrandissement, alors c'est plus agrandissement, mais de création du nouveau cinéma. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pas plus que ce que j'ai déjà indiqué, c'est-à-dire qu'il y a un premier projet qui est en lieu et place du cinéma actuel et une demande du délégataire d'éventuellement étudier autre chose, sachant que, évidemment, sur le plan juridique, c'est un peu compliqué quand on est sur une délégation de service public. Donc, un travail, nous avons autorisé le travail sur le sujet. Ça veut dire que avec ces équipes, avec un architecte, ils sont en train de travailler sur une éventuelle délocalisation du cinéma en lieu et place de Maupassant. Et nous devons avoir un comité de pilotage, bref, une réunion un peu technique pour que Monsieur Patry vienne nous présenter ce projet tout début juillet. Donc on en saura plus. C'est très bien avancé apparemment sur le plan technique. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est sur le plan financier. Est-ce qu'on peut boucler un tel projet ou pas?
Est-ce qu'on peut bénéficier de soutien dans le cadre d'Action Cœur de Ville? Est-ce qu'on peut bénéficier de soutien dans le cadre des financements de la région, de l'État? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse à ces questions-là. Ça sera l'objet, si nous validons le caractère technique en juillet, on va se donner 4-5 mois pour essayer de faire le bouclage financier. En tout état de cause, l'engagement qu'on a pris à l'égard des commerçants du pourtour des Halles, qui évidemment s'interrogent en se disant est-ce que ça se fait ici ou pas, c'est d'être en capacité de leur dire en décembre, oui, l'agrandissement se fera place Bellay, ou non, l'agrandissement pourra se faire en lieu et place de Maupassant. Voilà, vous savez tout, mais il nous paraissait totalement, il nous serait paru totalement regrettable de ne pas permettre cette étude, alors que bien nous savons les difficultés que nous avons à trouver une activité en lieu et place de l'espace Maupassant, compte tenu de la configuration même du bâtiment, avec, je vous le rappelle, sur un volume de 5000 m², eh bien seulement 1700 m² de surface commerciale, on va dire, avec des accès directs, autrement des bâtiments qui sont au fond borgnes. Donc cette étude est extrêmement, vous avez vu le projet, hein, extrêmement audacieux. Ça permettrait de créer un lien entre la ville haute et la ville basse, donc c'est un très très beau projet. Maintenant, je reste prudente dans la mesure où encore faut-il qu'il soit finançable et qu'évidemment, ça puisse être acceptable compte tenu du nombre d'entrées que pourrait générer un tel projet. Non, donc c'est plus un problème juridique. Maintenant, enfin, on est plutôt calé sur le côté DSP et comment faire aujourd'hui. D'accord. Oui, oui. Maintenant, c'est plutôt financier. Voilà. Oui, oui, oui. Non, non. Maintenant, on est. Non, non. On arrive au fur et à mesure à avoir les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous prenons acte de ce rapport d'activité pour le cinéma Le Grand Large. Nous passons au Casino de Fécamp. La société d'exploitation du Casino de Fécamp a présenté son rapport d'activité au titre de l'exercice 2017 le 15 juin 2018. Alors, quelques chiffres. Le produit brut des jeux s'est élevé à 7 205 970 €, soit une hausse de 0,20%, avec un produit d'activité annexe de 634 728 €. Chiffre d'affaires de 7 840 698 € et un résultat net de 602 976 €. Le montant du prélèvement communal est de 822 154 €, soit une hausse de 0,18%. Et le casino est classé nationalement au 104e rang. La société a investi dans l'ensemble des services de l'établissement, des jeux de table, des nouvelles machines et le restaurant, afin d'améliorer l'attrait du casino et le confort des clients, une somme de 526 299 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Une demande de précision. Alors, est-ce qu'il, dans la conclusion ou quasiment dans la dernière page de ce rapport, donc le casinotier nous écrit, je cite, « La situation concurrentielle forte, les difficultés découlant de l'absence de modularité des locaux et notamment de l'espace restauration et le contexte de renouvellement de la DSP de courte durée sont autant de difficultés qu'il faudra considérer au titre de l'exercice à venir dans le cadre de la DSP nouvellement signée. » Du coup, c'est quoi l'impact pour eux, réellement, d'avoir signé une si courte durée? D'abord, ils ont pris leurs responsabilités. Donc, en effet, on peut un peu s'étonner de la manière dont cette phrase est rédigée. Elle m'a fait aussi tiquer, parce qu'ils n'étaient pas obligés, éventuellement, d'avoir ce renouvellement. Pas d'impact. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, du coup, j'étais moi aussi surpris de oui. voir. Enfin, parce qu'en effet, les locaux, on les connaît. Il ne peut pas y avoir plus de modularité aujourd'hui qu'hier. Donc, non, cette phrase était en effet étonnante. Et du coup, dans le projet du futur, il y aura justement une modularité plus grande. Peut-être un petit mot, en profiter, Monsieur Patry, pour vous dire, répondre aux jolis tracts que l'opposition a fait, notamment sur les motions qu'avait suscité
les travaux de couverture du casino. Simplement rappeler au public que, en effet, si le montant des travaux était de 400 000 euros, ce qui est en effet un montant important, mais compte tenu de la grandeur du bâtiment, moi je suis pas technicienne, hein, il semble que ce soit justifié. De toute façon, évidemment, vous avez imaginé qu'il s'agissait d'une procédure d'appel d'offres classique. Nous respectons évidemment les règles ici. Simplement un petit rappel, c'est que le casino, si nous n'avions pas fait ces travaux, c'était une fermeture administrative. C'était une fermeture pour arrêt technique puisque la toiture menaçait de s'écrouler. Le casino de Fécamp rapporte à la ville de Fécamp 800 000 euros par an. Donc, est-ce qu'il nous fallait, en effet, fermer le casino pour ne pas faire ces 400 000 euros de travaux, c'est-à-dire qu'en une demi-année, les travaux sont remboursés. Donc, je tenais à apporter ces petites précisions. Et puis, ce bâtiment, on ne va pas le raser quand le casino déménagera. Il est évident que de toute façon, c'est un bâtiment communal qui fera l'objet derrière, je l'espère, d'un appel à projet sur un endroit complètement idéalement situé. Donc il s'agissait bien d'entretenir et surtout de permettre la continuité d'une activité qui, une fois n'est pas coutume, apporte évidemment de l'argent à la ville, que cela nous plaise ou non, puisque là-dessus, nous savons que nous avons eu parfois les uns et les autres des débats, mais c'est ainsi. C'est la ville de Fécamp qui exerce le droit, comme toutes les communes de ce pays, en ayant la possibilité d'exercer l'activité de casino et qui délègue aux casinotiers derrière cette activité. Voilà, je voulais me permettre d'avoir cette petite précision sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Une chanson. Oui, donc si les municipalités précédentes avaient entretenu ce bâtiment comme il convient de le faire, je pense que nous n'aurions pas eu à faire 400 000 euros de dépenses en une seule fois. Et c'est l'état de ce casino est, je dirais, à l'image de l'ensemble des bâtiments qu'on a trouvés en arrivant dans cette municipalité et le manque d'entretien chronique qui était la règle jusqu'à ce qu'on arrive. C'est vous qui le dites, Monsieur de Mondion. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous demande de prendre acte de ce rapport d'activité du casino de Fécamp. Et nous passons aux biens vacants et sans maître, puisqu'il y a des biens vacants et sans maître, notamment classement dans le domaine privé communal. Monsieur Roussel. Donc, conformément au dispositif de l'article L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L 1122-1 et qui sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Donc chaque année, le Centre des impôts fonciers signale au préfet les immeubles répondant aux critères énoncés ci-dessus. Et l'arrêté préfectoral du 28 avril 2017 a fixé la liste des biens présumés vacants et sans maître susceptibles de faire l'objet d'un transfert de domaine privé de la ville de Fécamp, à savoir le 580 route du Phare pour 278 mètres carrés, 147 route de Valmont pour 6 mètres carrés, chemin de la Corderie pour 549 mètres carrés et 886 mètres carrés, chemin des Chalets pour 952 mètres carrés. Donc, conformément à l'article L123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, cet arrêté a été affiché en mairie pendant 2 mois et publié au recueil des actes administratifs. Aucun propriétaire des immeubles concernés ne s'était fait connaître dans un délai de 6 mois daté de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisées. Donc, ces immeubles sont présumés sans maître et la commune peut, par délibération du conseil municipal, les incorporer dans son domaine privé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Pardon. Il en résulte que les immeubles suivants présentant un intérêt pour la ville de Fécamp peuvent être acquis et de plein droit et à titre gratuit par la ville de Fécamp, et si elle ne renonce pas à exercer son droit de propriété au profit de l'État. Donc en conséquence, nous invitons à en délibérer.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit d'une clause de substitution. Lors d'un précédent conseil municipal, vous devez vous souvenir que nous avons cédé à monsieur Éric Decarne un terrain qui est situé 215 avenue du président François Mitterrand à Fécamp, donc qui est cadastré section BW numéro 189. Et l'intéressé a souhaité qu'une clause de substitution d'acquéreur au profit d'une personne physique ou morale désignée par ses soins puisse être ajoutée aux conditions liées à cette acquisition. Donc voilà, il s'agit d'une simple formalité juridique permettant la signature de l'acte authentique. Il s'agit bien d'une vente, mais à une autre société qui appartient toujours, en effet, à ce monsieur. Donc voilà ce dont il s'agit avant que nous puissions signer cette cession. On ne doit pas préciser justement à qui dans cette... J'ai posé la même question et non, apparemment il suffit de mettre que c'est pour une personne physique ou morale. Et lui, à ce moment-là, au moment de la vente, nous saurons quelle société lui appartenant, puisqu'il s'agit bien en effet d'une société lui appartenant. Pardon? Ah bah non. Non, puisque ça sera quand même bien précisé que c'est monsieur Decarne. Hein. Peut être une autre personne physique ou morale. Pour moi, une clause de substitution est valable pour n'importe qui. Oui, sauf que dans l'acte, nous avons, nous, posé des conditions. C'est-à-dire que ça doit bien être, en effet, les commerces, etc. Donc, en effet, c'est ce que me précisent les services. C'est sur le projet que, en effet, cette clause se porte également. Sur cette base-là, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. L'acquisition par voie de préemption donc de la propriété 6 de rue Henri Dunant, appartenant à une société civile immobilière CDG dont le siège est situé à Saint-Léonard, 50 rue du 8 mai 45. Donc il s'agit quelqu'un... Non, j'ai cru qu'on m'avait posé une question. Il s'agit, je ne sais pas si tout le monde voit où il se situe, vous avez un plan. Donc évidemment à proximité d'un certain nombre de projets dans le quartier et en effet qui parfois suscitent un peu d'inquiétude, notamment en disant où est-ce qu'on va pouvoir se garer pendant qu'il y aura les travaux, etc. Donc il est précisé pour des aménagements à court terme, pour des aménagements à moyen terme et pour des aménagements évidemment à long terme. Donc il était évidemment intéressant de pouvoir acquérir ce bien. Le service des domaines a fait connaître son avis sur le prix de cession qui est proposé. Donc nous vous proposons aujourd'hui de pouvoir acquérir ce terrain d'une superficie de 393 mètres carrés, moyennant le prix de 42 000 €, auquel il convient d'ajouter les frais de commission qui s'élèvent à 4 500 € TTC. Étant précisé que l'acte authentique sera rédigé par l'étude de maître Didier Martzloff, assisté de l'étude de maître Vincent Dupré et Jérôme Aran aux frais de la ville de Fécamp. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? On ne voit pas qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Une convention de mutualisation que nous renouvelons avec la commune d'Yport. Donc c'est un renouvellement de la convention d'utilisation des services de restauration, notamment dans le schéma de mutualisation de la communauté d'agglomération de Fécamp. Donc les dispositions restent les mêmes. Donc d'approuver la poursuite de la mutualisation de services avec la commune d'Yport et 16 dans les conditions définies par les conventions ci-jointes. D'autoriser Mme le maire se présentant à signer les dites conventions, de fixer à 3,13 € le tarif des repas scolaires préparés et livrés, facturés à la commune d'Yport, et de fixer à 8,50 € le tarif du repas préparé et porté à destination des personnes âgées et ou handicapées facturé au C16 d'Yport. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Oui, ce sont les 3,13 € et les 8,50 €, c'était déjà les mêmes prix l'année dernière, donc ça n'évolue pas pendant 2 ans finalement. Et donc c'est ma première question, et du coup, d'une manière plus globale, quels sont peut-être les autres sujets sur lesquels vous souhaitez mutualiser un peu plus avec l'agglomération, parce que vous avez un certain nombre d'éléments dans les tuyaux, entre guillemets.
Sur les polices municipales, il y a un travail qui est fait actuellement entre certaines communes. Sur toujours les mutualisations, en effet, sur les services de portage à domicile, puisque nous sommes toujours sur des systèmes qui étaient différents dans l'ex-communauté de communes de Valmont et sur la communauté d'agglomération de Fécamp. Donc voilà, sur ce domaine-là, c'est toujours à l'étude et la commission, on s'est réunis l'autre jour avec l'ensemble des maires de l'ancienne communauté d'agglomération de Fécamp, notamment puisque chez nous c'est porté par le CCAS, donc la mutualisation elle existait déjà, même si ce sont les communes qui contribuent. Je vous rappelle que il y a 4 ans, le déficit de service était extrêmement important puisque la contribution des communes, alors que c'était pris en charge par le CCAS, n'était que de 50 centimes quand ça nous coûtait plus de 3 € à la ville. Donc nous avons obtenu des maires un réajustement annuel, c'est-à-dire qu'on est passé à 1 € puis 1,50 € de contribution et nous sommes à 3 € maintenant. Donc nous retrouvons un équilibre et les maires sont toujours évidemment très attentifs à ce que nous puissions exercer cette mission. C'est aussi un sujet compliqué parce que nous avons des auxiliaires de vie qui interviennent parfois loin. Elles sont obligées d'aller, comment dirais-je, d'un point à un autre de notre territoire et nous avons des soucis notamment pour payer des frais de route qui soient juste raisonnables et acceptables pour elles. Donc un gros travail qui est fait par les services avec l'acquisition d'un logiciel qui devrait faciliter le travail parce que nous savons à quel point c'est extrêmement important compte tenu du fait que nous souhaitons en général tous que l'on travaille plus sur le maintien à domicile des personnes dépendantes, mais encore faut-il que nous puissions rémunérer comme il se doit les personnes qui interviennent au domicile, qu'elles puissent intervenir sur des fonctions qui sont très claires. Donc nous rappelons aussi aux bénéficiaires que dans la prise en charge des personnes, on ne peut pas aller seulement se promener au supermarché, parce que les personnes, c'est en général avec leur véhicule personnel qu'elles le font. Et donc, il y a encore une fois un très gros travail qui est mené par les équipes du CCAS avec les partenaires sociaux également, et puis les auxiliaires de vie autour de cette problématique qui n'est pas un cas unique spécifique ici à Fécamp. Hein. C'est vrai qu'on s'est rapproché de communes voisines, du Havre, d'Yvetot notamment, et on voit bien à quel point c'est un sujet compliqué. Alors le portage sur la communauté de communes de Valmont était en direct par la communauté de communes, donc nous sommes en train de regarder quelle est la solution la plus adaptée. Est-ce que nous mutualisons, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait transférer à l'agglomération cette compétence, ou alors est-ce que c'est le CCAS qui porte pour l'ensemble des communes, mais avec des kilomètres beaucoup plus importants, ou alors autrement, est-ce que nous redonnons la compétence aux communes pour les communes qui l'exercent, qui ne l'exercent pas aujourd'hui au niveau de la communauté de communes de Valmont et où il y aurait une organisation à l'instar de ce qui se fait ici. Donc tout ça est à l'étude, comme je vous le disais, c'est quand même extrêmement compliqué, sachant que la mutualisation est peut-être pas obligatoirement la plus opportune dans ce domaine, compte tenu du nombre de kilomètres pour les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. L'acceptation du Lions Club. Là. Oui, bonsoir. Donc, le Lions Club renouvelle son opération par l'intermédiaire de son président, M. Bruno Rioux, sur le dispositif Bourse Sport Lions Club pour l'année 2018-2019. Le Lions Club souhaite octroyer une somme de 3 000 € attribuée sur critères sociaux à des jeunes fécampois pour la pratique du sport. Cette enveloppe pourrait être également destinée au financement des actions directement liées à ce dispositif, actions de promotion, de communication, etc. La convention ci-jointe propose des modalités de fonctionnement entre la ville
et le Lions Club de Fécamp. La ville perçoit la somme, publie un appel à candidature, analyse les demandes et selon les critères, les aides sont versées aux jeunes bénéficiaires. En conséquence, nous vous proposons d'accepter le don de 3 000 € du Lions Club au chapitre 77, produits exceptionnels, et d'autoriser Madame le maire ou de son représentant à signer la convention à passer avec le Lions Club de Fécamp. Je pense qu'il n'y a pas de questions sur l'acceptation d'un don. Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. L'examen des rapports annuels d'activité aux associations pour l'AFDAM à Ransort, le comité des offres sociales du personnel communal, Créa Club et les Restos du Cœur. Oui, alors je vais commencer par vous présenter le rapport d'activité de l'AFDAM, enfin une synthèse. Donc c'est promouvoir les sorties en mer dans le cadre d'activités pédagogiques et touristiques. Alors les activités touristiques avec des sorties en mer, des activités à quai et des participations à des manifestations maritimes. Les actions pédagogiques en direction des scolaires, l'organisation de classes de mer, de journées découvertes du patrimoine maritime, de public en insertion par l'organisation de croisières et de journées d'événements, et en direction aussi de tout public en utilisant les activités en mer dans une perspective d'éducation populaire. 5 056 passagers ont profité de ces sorties en mer, dont 1 419 en groupe et 3 637 en individuel. Pour les actions pédagogiques, il y a eu 3 projets de navigation à but éducatif, la participation à l'intro transmanche, le convoyage Fécamp-Le Havre et des journées type Y sont les voiles. 3 sorties au mât de mesure qui permettent à des structures telles que des lycées ou des centres de formation d'apporter des informations pédagogiques sur le futur parc éolien. Des actions d'insertion avec 10 stagiaires qui ont été accueillis. L'action Y sont les voiles, partenariat avec le département de la Seine-Maritime, avec une participation de 16 associations. Et le Mille-Pattes ambassadeur Fécampois, en partenariat avec la société Gansvillaise Esprit Grand Large. La subvention d'équipement attribuée par la ville de Fécamp pour 2017 est de 25 000 €. Ensuite, pour l'association Aransort. S'il y a des questions sur l'AFDAM, non. Donc, courant 2017, l'association a appris qu'un projet de déménagement était envisagé pour l'association dans le bâtiment qui est situé à l'entrée du parking Jules Ferry et rue Eugène Marchand. Il était important pour eux de rester en centre-ville pour que l'association demeure un lieu de convergence pour les structures de proximité. L'idéal étant de rester sur le site occupé actuellement. En novembre 2017, donc, l'équipe d'Aransort a été conviée à une visite de ce bâtiment en présence des services de la ville. Et donc, lors de cette visite, ils ont pu prendre en note les remarques de l'association ainsi que ses besoins concernant l'utilisation du lieu, les impératifs propres à l'activité de l'association, notamment la sonorisation, l'emplacement des boxes de répétition, du studio d'enregistrement, des bureaux et l'accueil du public. Il y a une proposition de plan donc, qui devrait être soumise à l'association début janvier 2018 et qui espère donc pouvoir participer au projet de déménagement. Pour les répétitions, les chiffres de fréquentation des studios restent en équilibre pour 2017. Il y a un travail de fond qui est en place avec les lycées Maupassant et Descartes pour que les groupes des lycées viennent répéter au LOC. Concernant la communication, donc ils utilisent les sites internet et les réseaux sociaux, des affiches et des flyers, et il y a une progression trimestrielle qui permet de communiquer plus facilement. La diffusion par l'intermédiaire de concerts, l'association a présenté un programme trimestriel riche et varié qui a permis à un large public de découvrir des artistes régionaux et locaux. Et puis l'utilisation du studio d'enregistrement pour des projets musicaux, la création de contenus de web radio, la création de jingles, de bandes sonores et d'habillage sonore. Et puis il y a eu ainsi un beau succès pour la Reelas Party 2017 à l'occasion de la sortie de la compilation Lock and Roll. Et ils ont également fait un clip avec le groupe Estia. De nombreux partenariats avec le conservatoire, les lycées, le CCS, le Passage, etc. La web radio Aransort avec les ateliers Proxy et la cafetière. Une semaine de la radio du 17 au 19 octobre 2017. Le budget 2017 de l'association est de 180 795 € et la subvention attribuée par la ville de Fécamp de 135 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur Aransort? Non. La présentation pour le COS, en 2017, donc les actions récurrentes, vente par correspondance, le cinéma, l'organisation de sorties, le partenariat, l'arbre de Noël et la participation aux licences sportives. Cotisation de 5 € demandée aux agents de la ville et du CCAS et le budget de l'association de 88 377 € et une subvention attribuée par la ville de Fécamp de 35 000 €. Est-ce qu'il y a des questions?
Je continue avec le Créa Club et puis ses activités régulières, donc qui ont lieu chaque semaine, l'origami, les mots fléchés, etc., activités classiques, des activités ponctuelles comme la galette des rois, le repas de fin de saison, le repas de Noël et les sorties à l'extérieur. Le budget de l'association est de 24 614 € et la subvention accordée par la ville, 13 000 € en fonctionnement. Et puis aussi valorisation des locaux pour 10 512 € des charges locatives et mise à disposition de salles municipales. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je termine avec les Restos du Cœur. Donc, la présentation pour l'aide alimentaire, l'aide à la personne, les services particuliers. Il y a la création d'une bibliothèque et un atelier diététique. Le centre est ouvert aux bénéficiaires donc, du lundi au jeudi. Et le vendredi est consacré aux approvisionnements pour la semaine à suivre. La fréquentation, 40 bénévoles. Distribution dans le centre de Fécamp pour la campagne d'hiver 2017, 527 personnes. Et la campagne d'été 2017, 270 personnes. La subvention attribuée par la ville de Fécamp pour 2017 est de 1 500 €. Pas de questions? Donc nous prenons acte, si vous le voulez bien, du fait que nous ayons passé en effet ces rapports d'activité des associations. Je rappelle pour le public, nous sommes obligés de le faire pour ces associations, non pas que nous souhaitions les stigmatiser, mais puisqu'elles obtiennent des subventions supérieures à 23 000 €, eh bien, c'est la règle. Merci beaucoup. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'USF Foot et à l'association Évidence. Serge, s'il te plaît. Oui, deux demandes d'attribution de subventions exceptionnelles. L'association Évidence organise, comme chaque année, un spectacle de danse qui se déroule au lycée dans la salle de sport. Ce spectacle rassemble environ 800 personnes et nécessite l'installation d'une tribune. Ce type de manifestation engendre de nombreux frais, etc., organisation, décor, costumes. La subvention de fonctionnement votée à destination d'Évidence intégrait la location de la tribune, son montage et sa vérification. Le coût du transport n'a cependant pas été pris en compte lors de la demande de subvention. L'association s'est donc tournée vers la ville en vue d'obtenir son soutien financier pour le transport des gradins. Une aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle de 1 308 € pour l'année 2018. Du même ordre, l'USF, l'Union sportive Fécamp Football, utilise les locaux situés 1 rue Chemin de la Cavée Blanche et appartiennent à la ville comme club house. Dans le cadre de ses activités pédagogiques précédemment utilisées comme logement de fonction, le changement de destination a été signalé au centre des impôts en 2014. La ville a engagé des démarches pour obtenir la remise gracieuse de cette taxe en faveur de l'US Fécamp Football en raison des locaux partagés. Mais celles-ci n'ont pu aboutir. Le club est redevable du paiement de la taxe d'habitation à hauteur de 5 855 € plus 100 € de frais pour les années 2014 à 2017. L'association donc se tourne vers la ville pour une demande de subvention exceptionnelle en vue du paiement de cette taxe. En conséquence, nous vous demandons de verser la subvention exceptionnelle de 1 308 à l'association à l'association Évidence et de verser une subvention exceptionnelle de 5 955 € à l'USF Fécamp Football. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Les subventions municipales, la Maison de la Justice et du Droit. Donc subventions récurrentes et classiques concernant donc la Maison de Justice et du Droit sur 4 associations ou 4 organismes. L'Agence départementale d'information logement pour 487,92 €, l'aide aux victimes pour la réparation et l'entraide 960 €, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du département 76 1440 € et l'Ordre des avocats au barreau du Havre pour 415,11 €, ce qui fait 3303,03 €. Nous vous invitons à en délibérer. Des votes contre, des abstentions. Merci beaucoup. L'élaboration d'une stratégie pour un territoire cohérent et adapté aux usages. Un titre barbare. Mais disons que c'est une convention à passer avec le CEREMA. Le CEREMA, c'est en termes français, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est, pour ceux qui sont un peu techniques, c'est le nom de l'ancien CT, qui était le Centre d'études techniques de l'équipement. C'est un organisme d'État plutôt orienté sur les études et qui nous propose une convention
parce que ce centre d'études peut nous faire bénéficier, dans le cadre de l'action Cœur de Ville, d'expériences et de retours d'expérience sur d'autres opérations qui ont pu être menées dans les secteurs qui intéressent justement ce centre d'études, sur l'environnement, la mobilité, sur la pérennité, sur l'évolution des modes de vie. L'expérience de Fécamp sera mutualisée pour d'autres sujets à l'échelon national et nous pourrons de ce fait également bénéficier des retours d'expérience. Donc il s'agit d'une convention qui associera le CEREMA lui-même à hauteur de 24 126 €, la DTTM, l'État, donc à hauteur de 36 000 et la ville de Fécamp à hauteur de 24 000 €. Voilà, c'est un outil qui peut être particulièrement intéressant pour nous dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Voilà, je vous propose d'adopter cette convention. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Sur la défense extérieure contre l'incendie, une convention de mise à disposition d'un point d'eau. Alors là, on va avoir l'illustration de ce que je disais tout à l'heure pour l'eau, où dans certains quartiers, certains permis ne peuvent être délivrés parce que la défense incendie ne répond plus aux nouvelles normes qui datent du début de l'année, je vous le rappelle. La réglementation permet une dérogation, c'est-à-dire que dans les zones où on ne peut pas avoir la défense incendie publique, il est possible de créer à la charge du propriétaire une bâche de défense incendie, une réserve d'eau, à condition que cette réserve d'eau soit, à la charge du propriétaire, et ensuite, par convention, mise à la disposition du service public. La contrepartie, c'est que c'est la ville qui remplit cette réserve d'eau, mais c'est le propriétaire qui en assure l'entretien. Alors, ça, un petit bémol à apporter, parce que nous sommes en France, effectivement. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'à partir de 4 logements sur le même site. C'est-à-dire qu'actuellement, un permis qui aurait été déposé sur ce site, et c'est le cas probablement prochainement, avec un seul logement, ne pourrait pas bénéficier de cette dérogation et devrait conduire à un refus de permis de construire. Voilà. Donc là, il s'agit d'un permis de construire qui répond aux conditions, qui comporte 4 logements. Pour vous le situer, ça se situe centre de la Chapelle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention. Tout à fait, c'est une convention type. C'est une convention type. En l'occurrence, celle-là sera appliquée à l'opération immobilière pour lequel nous avons un permis centre de la Chapelle. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Oui, donc c'est une convention type. C'est pas systématiquement type pour ce dossier-là. Okay. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Une convention de fourniture d'eau potable de la ville de Fécamp au syndicat de la région de Fécamp Sud-Ouest. Bien. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, le parc d'activité de Babeuf, le parc d'activité des Hautes-Falaises, pardon, est distribué par le syndicat d'eau Fécamp Sud-Ouest, mais à partir du réseau de la ville de Fécamp, qui, au moyen d'un surpresseur qui se trouve au Ramponneau, envoie de l'eau au château d'eau, au réservoir du parc d'activité. Afin de sécuriser la distribution en eau du parc d'activité, Fécamp Sud-Ouest prévoit de doubler l'alimentation du parc d'activité par une autre canalisation, une autre alimentation qui partirait, elle, du réseau propre de Fécamp Sud-Ouest. Bien évidemment, avec 2 alimentations, et sachant que
Une conduite d'eau potable ne doit jamais rester inactive, ça veut dire que les deux conduites doivent être en activité. Nous avons convenu avec Fécamp Sud-Ouest que chacune des conduites devrait alimenter chacune à 50% la zone d'activité. Parce que, bien entendu, implicitement derrière ça, pour nous, c'est une perte de recettes, puisqu'on va perdre en recettes la vente de 50% de notre vente à Fécamp Sud-Ouest pour alimenter la zone le parc d'activité de Fécamp Sud-Ouest, des Hautes-Falaises. Voilà. Donc la Convention prévoit un réajustement des prix, le prix de gros, en fonction de toutes ces données. Ça s'appliquera, bien entendu, que quand l'alimentation à partir du réseau de Fécamp Sud-Ouest sera opérationnelle. Voilà. Des questions ? Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Une convention pour la facturation, l'encaissement et le recouvrement des redevances des services publics d'assainissement collectifs et non collectifs des abonnés du SIEPA de la région Fécamp Sud-Ouest. Donc cette convention, c'est une mise à jour aussi, parce que antérieurement, les conventions étaient passées entre les concessionnaires. Désormais, comme la ville assure en régie la gestion du réseau d'assainissement, il faut que cette convention soit passée entre Fécamp Sud-Ouest et la ville de Fécamp. Ça porte essentiellement sur l'assainissement non collectif, parce que il revient aux distributeurs d'eau potable de facturer l'assainissement, et ensuite, comme l'assainissement non collectif est géré par Fécamp Sud-Ouest, par convention, il nous revient le fait de reverser le montant de l'assainissement à Fécamp Sud-Ouest. Voilà. Là, c'est toute une série de mises à plat des conventions qu'on pouvait avoir avec Fécamp Sud-Ouest dans nos rapports. Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. La modification du règlement de service pour la régie de l'assainissement de la ville de Fécamp. Oui, là aussi, c'est la suite et la mise à jour depuis la mise en régie de réactualiser notre règlement d'assainissement. Alors, les grandes modifications, si on peut parler de grandes modifications, vous savez qu'il y a obligation pour quelqu'un qui était en assainissement individuel, lorsque le réseau d'assainissement collectif passe, il y a une obligation de s'y raccorder. Mais dans certains cas difficiles, il est proposé d'accorder un délai de 10 ans avant d'arriver aux méthodes coercitives. Voilà, et dans le règlement, on prévoit aussi l'obligation, en cas de vente d'un immeuble, d'informer le futur acquéreur de toutes les conditions relevant de l'assainissement. Voilà, tout ça pour contrôler un peu plus les branchements sauvages à l'assainissement, et en tout cas ceux qui ne sont pas en conformité. Merci voilà. Gilles. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Une autre convention pour le déversement et le traitement des eaux usées. Voilà, donc on va en avoir deux qui sont absolument parallèles. Actuellement, la commune de Gansville, dont l'eau est gérée par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Toussaint-contre-Moulins, reverse ses eaux usées dans le réseau de Fécamp, à partir d'un poste qui se situe au Moulin Bleu. Jusqu'à maintenant, nous ne touchions pas la redevance assainissement qui devrait nous revenir du fait de ce rejet dans notre réseau et du traitement à notre station d'épuration. Donc nous avons convenu avec le syndicat de Toussaint-contre-Moulins d'un mode de facturation au tarif habituel des abonnés Fécampois pour les eaux usées de Gansville. Voilà. Pas de questions pour Gansville, pas de vote contre, pas d'abstention. Nous passons la même pour Saint-Léonard.
Donc là, ensuite, nous avons exactement la même délibération concernant Saint-Léonard, qui est géré par Fécamp en Sud-Ouest. Là, c'est les arrivées d'eau usée qui arrivent par la rue Coty et qui sont transitées par notre réseau et traitées à notre station d'épuration. Et là, il nous a semblé logique aussi que nous puissions avoir une redevance d'assainissement. Donc, sur l'ensemble, pour info, l'ensemble de ces deux conventions vont nous apporter une plus-value de recettes de l'ordre de 17 000 €. Mais vous allez voir, la convention suivante, on est plutôt sur une moins-value. Voilà. Donc, avant que nous passions à la suivante, il faut que je mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La convention pour le traitement des eaux usées du parc d'activité des Hautes-Falaises. Voilà, là, c'est actuellement les eaux usées du parc des Hautes-Falaises transitent par un poste de pré-traitement et ensuite envoyées directement par une conduite sous pression, une conduite de refoulement, directement à la station d'épuration. Jusqu'à maintenant, était appliqué avec des coefficients particuliers dits de pollution, était appliqué le tarif habituel au parc des Hautes-Falaises. Il nous a été fait remarquer que le parc des Hautes-Falaises n'utilisait pas, contrairement à ce qu'on a vu pour Granzville et Saint-Léonard, n'utilisait pas du tout le réseau de la ville de Fécamp. Et que donc, il fallait qu'on revoie le tarif pour n'appliquer que la part traitement de la redevance, qui nous a semblé assez logique, vu qu'en plus, le Fécamp Sud-Ouest avait participé à hauteur de 25% à la construction de la nouvelle station d'épuration. Donc, on a établi chacun de notre côté une approche de la baisse qui pourrait être appliquée à la tarification. Et sans se concerter, on est arrivé tous les deux avec des modes de calcul différents à 22%. Donc on s'est mis d'accord sur cette baisse-là. Et donc, pour nous, bien évidemment, une moins-value de recettes qui, elle, va s'élever aux alentours de 30 000 €. Voilà. Mais au moins, maintenant, tout est à plat et tout est en accord complet avec Fécamp Sud-Ouest. Merci, Monsieur Cordevant. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. La convention que nous allons signer donc le 4 juillet prochain, vous êtes évidemment chaleureusement invitée. Madame la préfète viendra ici pour que nous signions la convention Action Cœur de Ville. Donc une convention qui va être autour de 5 axes. Donc l'axe premier de la réhabilitation à la restructuration, c'est toujours des termes un peu administratifs, mais dans lequel nous pouvons mettre une offre attractive de l'habitat en centre-ville. Un axe 2 qui est favoriser un développement économique et commercial équilibré. Un axe 3, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Un axe 4, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Un dernier axe, fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs. Ces 5 axes auront donc la spécificité d'inclure l'offre de services à la population comme fil conducteur, et nous avons tenu à ce que, dans son intitulé, il soit indiqué que c'est Fécamp Action Cœur de Ville, Action Cœur d'Enfant. Ces 5 axes, donc, ainsi que le fil conducteur, permettront de décliner toutes les actions qui sont matures, donc au niveau opérationnel, toutes les actions pour lesquelles nous sommes prêtes et qui vont être prises ensuite avec des fiches actions qui seront annexées à cette convention. Nous avons eu donc un premier comité de pilotage, puis une présentation il y a quelques jours à l'ensemble des partenaires nombreux qui pourront éventuellement prétendre manifester un intérêt pour obtenir un financement dans le cadre de ce projet Action Cœur de Ville. Donc encore une fois, vous renouvelez notre invitation pour le 4 juillet et donc nous aurons en effet des comités de pilotage réguliers à laquelle vous pourrez, Monsieur Patry, participer. Des membres également de l'agglomération, puisque nous avons souhaité une gouvernance assez large, puisque nous nous sommes rendus compte que
en effet, Action Cœur de Ville nous permettait également de pouvoir avoir un périmètre qui pouvait dépasser la ville de Fécamp, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour certaines communes de l'agglomération notamment. Donc une gouvernance qui s'est voulue la plus large possible avec comment dirais-je, des élus municipaux de toutes les tendances, enfin pas de toutes les tendances, de 2 tendances, et donc au prorata du nombre de représentants, et également des membres de l'agglomération en fonction des compétences des uns et des autres, ou plutôt des attributions des uns et des autres, avec le développement économique, avec l'accessibilité, avec l'environnement, avec la mobilité. Nous avons souhaité être le plus large possible. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Du coup, il y a des demandes de précision parce que vous nous indiquez, enfin, je voudrais savoir ce que c'est que le projet Cœur d'enfant, enfin, pourquoi le Cœur d'enfant et quel est le lien. J'imagine qu'il y a une subtilité de rattacher ce sujet à l'opération Cœur de Ville en termes de subventions. Et d'une manière plus globale, est-ce que vous avez déjà une idée un peu plus précise du montant des subventions possibles que l'on pourrait récupérer, de l'investissement possible sur toutes ces actions? Et enfin, à quelle échéance, enfin, au moins dans les grandes lignes, est-ce que c'est plutôt 2019, 2020 ou plutôt C'est pour 5 ans. Déjà. Donc ça veut dire que, en fait, pendant 5 ans, on pourra présenter régulièrement l'ensemble des projets au fur et à mesure qu'ils viendront. Là, ce que je peux vous dire, c'est les projets que nous avons présentés qui sont, j'allais dire, actés, tous les travaux, notamment du centre-ville. Mais il va de soi que, comme ceux-ci sont programmés de cette année jusqu'à fin 2020, ça perdurera derrière, puisque nous, encore une fois, nous avons la chance d'être sur 5 ans. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'avancée des projets, sachant que pour nous, l'ambition, c'est en effet toujours de créer ce lien entre le centre-ville et le port. Comment est-ce qu'on crée cette liaison? Donc derrière, on voit bien dans l'amorce des projets qu'il y a tout ce qu'il y a envisagé autour de Saint-Étienne, comment est-ce qu'on organise les mobilités et comment on relie à nouveau vers la Mature. Également de l'autre côté, le lien avec le précieux sang et notamment ce terrain dont nous disposons et les locaux utilisés aujourd'hui par le Secours catholique vont être en lieu et place une belle opportunité de créer des places de parking supplémentaires, puisque nous savons que si aujourd'hui on n'est plus à créer dans le cœur même du centre-ville des places de parking, en revanche il est indispensable d'en avoir juste à proximité, et le lien qui sera fait entre l'espace Jules Ferry et cet espace nous paraissent être d'une très bonne opportunité. Ça veut dire que normalement, d'après ce que nous croyons comprendre, mais nous partons demain avec la directrice générale des services dans une réunion au secrétariat d'État à la cohésion des territoires, justement pour expliquer aussi un peu plus précisément tout ce dispositif. D'après les services de l'État ici et le représentant sur ce dossier, nous pourrons présenter au fur et à mesure les dossiers. Notre inquiétude portait sur le périmètre. Est-ce que c'était un périmètre extrêmement restreint? Nous avons été soulagés de comprendre que, en fait, à partir du moment où il y a une cohérence sur le projet, eh bien, ça peut être, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble de la ville, mais plus largement, peut-être même à l'échelle de l'agglomération. Pourquoi cœur de ville, cœur d'enfant? Eh ben parce que aujourd'hui, on se rend compte à quel point il faut se singulariser dans le portage de nos dossiers, que l'équipe municipale, elle est en fait extrêmement mobilisée sur cette thématique et que nous souhaitons particulièrement la mettre en avant. On l'a vu alors particulièrement avec le skatepark, à quel point un équipement destiné au départ simplement à la jeunesse peut être un vrai lien d'intergénérationnel. Donc nous souhaitons pouvoir examiner dans toutes les problématiques que nous avons. Il n'y a pas d'obligation
Aujourd'hui, il y a, et c'est heureux, des obligations par rapport aux personnes en situation de handicap, mais à l'égard des enfants, il n'y a rien. Donc on souhaite se singulariser de cette manière et que toutes nos réflexions soient aussi comment est-ce qu'on intègre l'enfant au cœur de notre ville, d'où l'appellation Action Cœur de Ville, Action Cœur d'Enfant. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Il n'y a pas d'autres prises de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Le fonds friche, le projet d'habitat 76 12 rue Saint-Nicolas. Nous avons déjà passé cette délibération le 10 avril 2017. Une enveloppe maximale de travaux de démolition des pollutions de 240 000 € avait été alors définie. Les premiers sondages ont conduit à porter le coût total de ces travaux de démolition des pollutions à 1 040 000 € hors taxes, nécessitant la signature d'un avenant à la convention. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, donc avec une contribution des différents partenaires à un montant plus élevé que ce à quoi nous pouvions nous attendre. Donc en conséquence, je vous propose de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant permettant la mobilisation du fonds friche à hauteur des nouveaux chiffres qui sont sur cette délibération, soit 40% à la charge de la région, soit 416 000 €, 35% à la charge de l'EPFN, soit 364 000 €, 25% à la charge de la ville de Fécamp, soit 260 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Oui, Pardon. Oui. Pourquoi sommes-nous en charge de la dépollution d'un terrain qui a été pollué par un propriétaire précédent et qui aurait dû prendre en charge la dépollution lui-même de son terrain? Eh ben parce que c'est pas si simple que ça. La question, elle est légitime. D'abord parce qu'il faut avancer et que rien n'empêche derrière éventuellement de chercher qui a été le pollueur, mais que d'après les premières informations que nous avons, eh bien nous ne pouvons plus. Il s'agissait en fait à l'époque d'une société, non pas d'une société, d'une personne qui est en nom propre et la personne est décédée. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se retourner. Apparemment, il y a une extinction des possibilités de recherche. Donc, nous, le service juridique travaille en effet là-dessus, mais pour ne pas perdre de temps, nous anticipons et nous pouvons en effet, avec la région et le PFN, monter d'ores et déjà ce dossier. Rien n'empêche, en effet, comme tu le disais, de chercher pollueur-payeur. Donc, quelles sont les responsabilités derrière ? C'est quand même un terrain qui est en plein cœur d'un quartier que nous souhaitons réhabiliter et on ne peut pas rester des années et des années à se dire qu'est-ce qui va pouvoir prendre en charge ça. Mais c'est un terrain municipal maintenant. C'est un terrain qui était à l'hôpital, qui a été acheté en effet par la ville et porté par le PFN. Et lorsque la ville l'a acheté, elle n'a pas pris, elle n'a pas mis des réserves sur la dépollution du terrain? Quand l'hôpital l'avait acheté, il n'avait pas mis de réserve. Ça date de 1947. Non, mais l'hôpital, c'est l'hôpital, mais pas ça. Mais là, il s'agit du contribuable fécampois qui se retrouve propriétaire d'un terrain pollué et aucune précaution n'a été prise à ce moment-là? Non. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un paiement par rapport à cette pollution, en effet. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Le fonds friche que nous allons également solliciter pour un projet de Sodineuf, le bailleur social, pour le projet qui pourrait être 931 rue Jean-Louis Leclerc. Donc c'est aussi une bonne nouvelle parce que tout le monde voit où nous sommes, pas très loin du cimetière, dans les anciens bâtiments de l'IMP qui se dégradent considérablement ces dernières années. Donc le bailleur social Sodineuf développe actuellement un projet de 32 logements individuels et collectifs sur les parcelles BV numéro 242, 245 et 246. Il s'agit donc de répondre aux besoins de construction de nouveaux logements que nous avons toujours sur le territoire,
Actuellement, plus de 60% de la population fécampoise est éligible à un logement social. Le parc de logements représente près de 26% du nombre total de logements. Donc, nous sommes au-dessus, vous le savez, des obligations légales. Le taux de participation au coût des travaux serait de 40% du montant hors taxe à la charge de la région Normandie, 35% à la charge de l'EPFN et 25% du montant à la charge de la ville de Fécamp. Vous avez vu que les répartitions entre les différents partenaires sont identiques. Il s'agit de la déconstruction des bâtiments qui est estimée à 180 000 €. Donc un beau projet dont on vous fera passer dès que nous aurons des choses, peut-être lors du prochain conseil municipal, on va demander aux porteurs de projets de pouvoir présenter une maquette pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, du coup, quelle est l'estimation des domaines sur ce terrain, avec ou sans démolition? Dans le montage financier, j'imagine, on investit 180 000 € pour démolir, donc j'imagine qu'on a... On m'indique que ce serait 60 000 €, l'estimation des domaines, sur le terrain, puisque le terrain derrière, il est nu. Bon, je suis désolé, j'ai pas entendu du coup, mais... Ah oui. Alors, ce serait 60 000 € en effet dans le montage parce qu'il y a les coûts de dépollution, notamment il y a de l'amiante sur les bâtiments. Donc voilà. Alors donc j'ai pas tout compris. C'est-à-dire qu'on va vendre le terrain 60 000 € et on fait 180 000 € d'investissement entre guillemets pour le démolir. On vous redira le montage du bailleur. Mais là, en fait, en quelque sorte, on se substitue, enfin, on le fait à sa place, en lieu et place du bailleur social, mais qui, de toute façon, autrement, ne pourrait pas faire le projet. Si il n'obtient pas les financements pour démolir les travaux compte tenu de la pollution du site, on est sur une emprise foncière qui n'est pas très, très importante, hein. Donc, arriver à faire 32 logements sur cette superficie, compte tenu du coût de la démolition et de l'amiante, c'est vraiment parce qu'il y a ce montage financier que l'équilibre est possible. Mais on vous transmettra en effet l'opération globale. Et l'équilibre, puisque notamment quand il s'agit de bailleurs sociaux, c'est en toute transparence que nous sommes avec eux là-dessus. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Merci beaucoup. L'attribution de subventions municipales au titre de l'OPARU. Donc de manière classique également, donc deux demandes de subventions dans le cadre de l'amélioration de l'habitat et sur proposition du comité technique s'est réuni le 24 mai 2018. Donc 2 propriétaires occupants aussi une subvention de la ville au titre du programme Habiter mieux. Première subvention est de 2 000 € qui correspond au plafond de la subvention de 10% définie par le règlement d'OPHRU des opérations d'amélioration de l'habitat permettant un gain énergétique supérieur à 50%. Et pour le second propriétaire occupant, une subvention municipale attribuable de 4 000 €. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Cette délibération, j'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La bourse au permis de conduire. Donc nous avons la désignation, comme chaque année nous attribuons, la ville de Fécamp attribue 30 bourses au permis. Nous sommes dans la première session qui comptera 16 personnes qui bénéficieront de cette bourse au permis dont vous avez les noms ci-après. Nous invitons à en délibérer. Donc peut-être pour le public rappeler le principe du financement de la formation permis de conduire à hauteur maximum de 1 000 € en contrepartie de 80 heures de travail bénévole au sein des services de la ville ou du CCAS. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Une demande de subvention au titre du label national Ville et Pays d'Art et d'Histoire, s'il te plaît Stéphanie. Donc la DRAC gère les crédits de l'État pour les villes d'art et d'histoire dont Fécamp.
Donc, elle subventionne les actions menées. Cette année, nous avons donc des actions promotion, notamment la valorisation du fonds photographique Bergouin, les brochures parcours et rendez-vous, le renouvellement des supports de communication du service dans le cadre de la charte Ville et Pays d'art et d'histoire, des animations hors action jeune public avec des nouvelles actions pour la valorisation des sites en lien avec les commémorations locales, régionales et nationales, avec l'exposition Saint-Pierre la Renaissance, une visite théâtrale par l'association Touche d'Histoire, des panneaux de communication de la FAGE, des visites théâtralisées par la compagnie La Gargouille, un concert de clôture pour les Journées européennes du patrimoine, des rendez-vous au jardin, le centenaire de la Première Guerre mondiale et une exposition photographique au domaine du Grand Aubeuf. Également des actions jeunes publics avec la mise en place d'ateliers au musée des pêcheries, du matériel pédagogique pour les ateliers et des fournitures pour les visites et autres ateliers du patrimoine, et aussi des formations, notamment pour accompagner les guides dans la préparation de leurs visites, avec cette année la préparation du guidage au sein du futur musée de Fécamp, du musée, et le 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Et une formation interne par le chef du service Archives Patrimoine et la conservatrice en chef du musée. Des conférences, la visite d'un site de la Seconde Guerre mondiale et la formation sur de nouveaux objectifs de guidage. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons d'autoriser Madame le maire à solliciter auprès de la DRAC Normandie, au titre du label national Ville et Pays d'art et d'histoire, des subventions pour les actions présentées ci-dessus. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Opération Lire à la plage, une convention avec le département de la Seine-Maritime. Tout à fait. L'opération Lire à la plage se déroulera du 7 juillet au 26 août 2018 et ce sera la 13e édition. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer cette convention avec le département de la Seine-Maritime. Nous vous invitons à en délibérer. Pas de vote contre, pas d'abstention sur l'opération Lire à la plage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous, en cette fin de conseil municipal, avant l'été, un très bel été à vous tous. Peut-être vous indiquer que le prochain conseil municipal se tiendra le 8 octobre à 18h30, donc le 8 octobre à 18h30. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.